Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous commençons le chapitre 1 consacré au principe de calcul de prime. Dans ce chapitre, nous définissons ce qu'est un principe de calcul de prime et expliquons quelles sont les propriétés attendues d'un principe de calcul de prime. Nous classons ces propriétés en 4 grandes familles. 1. La famille des propriétés de rationalité. 2. La famille des propriétés d'additivité et d'homogénéité. 3. La famille des propriétés de comparaison des risques. 4. La famille des propriétés dites techniques ou mathématiques. Nous donnerons ensuite un certain nombre de résultats théoriques sur les liens qui existent entre ces propriétés et verrons en particulier que l'agrégation de propriétés peut conduire à des familles explicites de principes de calcul de prime, ou au contraire à des familles vides. Enfin, nous présenterons des grandes familles de principes de calcul de prime et étudierons leurs propriétés. Commençons par la définition d'un principe de calcul de prime. Un principe de calcul de prime est une règle qui associe à tout risque aléatoire, que l'on note x, un nombre que l'on interprète comme une prime, c'est-à-dire le prix demandé par l'assureur pour accepter de couvrir ce risque. L'idée importante est que cette prime ne doit pas être vue comme un montant arbitraire, elle doit traduire la dangerosité du risque pour l'assureur. Plus x est risqué ou incertain, plus la prime calculée doit être élevée. Concrètement, on cherche une fonction qui transforme une variable aléatoire, représentant un coût futur incertain, en un prix déterministe aujourd'hui. Enfin, il peut arriver que certains risques soient trop dangereux ou trop mal maîtrisés. Dans ce cas, la prime nécessaire devient infinie, et on dit que le risque est inassurable, car aucun assuré ne voudrait payer un prix infini pour se couvrir. Il existe essentiellement deux façons d'introduire des principes de calcul de prime. Première approche, on commence par fixer une liste de propriétés souhaitables qu'un bon principe de prime devrait respecter. Ensuite, un principe est jugé approprié s'il vérifie ses propriétés. Ces contraintes imposent donc une structure à la prime et limitent le nombre de principes possibles. Deuxième approche, on part du comportement de l'assureur face au risque. La prime est alors déterminée par un principe d'équivalence. C'est le montant qui rend l'assureur indifférent entre accepter le risque en échange de cette prime ou refuser le contrat. Selon le modèle de décision utilisé sous incertitude, le principe obtenu pourra satisfaire ou non les propriétés de la première approche. Dans la suite, nous allons surtout raisonner avec ces propriétés, car elles donnent un cadre clair et comparable entre les différentes méthodes de tarification. Les propriétés utilisées pour caractériser les principes de calcul de prime peuvent être regroupées en 4 grandes classes. D'abord, les propriétés de rationalité. Elles paraissent raisonnables pour la plupart des personnes et sont en général peu discutables, car elles expriment du bon sens économique. Ensuite, les propriétés d'additivité et d'homogénéité. Elles décrivent la manière dont la prime doit réagir quand on agrège plusieurs risques ou quand on change l'échelle monétaire du problème. Troisième classe, les propriétés de comparaison des risques. Elles indiquent comment comparer les primes de deux risques en s'appuyant sur une comparaison objective entre leurs distributions. Enfin, on trouve des propriétés plus techniques ou mathématiques. Elles servent principalement à construire des familles de principes ou à simplifier certaines démonstrations. Elles sont parfois moins directement interprétables, mais utiles théoriquement. Première propriété de rationalité, pas de chargement inutile, la prime ne doit pas dépasser la perte maximale possible. Autrement dit, il n'est pas raisonnable de demander une prime plus élevée que le montant maximal que l'assureur pourrait avoir à payer. Cette propriété traduit une idée simple. Si le sinistre a une valeur maximale, alors faire payer au client plus que ce maximum n'a pas de sens économique et rend le contrat difficilement acceptable. Elle joue aussi un rôle de cohérence, elle empêche d'introduire un chargement totalement déconnecté de l'ampleur réelle du risque. Deuxième propriété, un chargement positif, la prime doit être au moins égale à la prime pure, c'est-à-dire au coût moyen du sinistre. L'interprétation est intuitive. Si un assureur facture une prime plus faible que l'espérance des pertes, alors, sur un portefeuille suffisamment grand, l'assureur va perdre de l'argent, presque certainement à long terme. Cette propriété rappelle donc qu'une prime doit couvrir au minimum le coût moyen attendu.
Le supplément au-delà de cette moyenne correspond à un chargement destiné à absorber l'incertitude et les fluctuations autour de la moyenne. Troisième propriété, pas de chargement injustifié. Si le risque est en réalité une perte certaine, alors la prime doit être exactement égale à cette perte. Dans ce cas, il n'y a aucune incertitude, donc aucun besoin de chargement de sécurité. L'assureur connaît d'avance le montant qu'il devra payer. Cette propriété garantit que la règle de tarification ne crée pas artificiellement un surcoût lorsque le résultat est parfaitement déterministe. La quatrième propriété est l'objectivité. Si deux risques ont exactement la même loi de probabilité, alors ils doivent avoir la même prime. Cela signifie que la prime dépend uniquement de la distribution de x et non de la façon dont on nomme ou décrit ce risque. En pratique, c'est une exigence d'équité et de cohérence. Deux contrats statistiquement identiques doivent être tarifés de manière identique. Cette propriété est fondamentale car elle justifie que l'on travaille souvent avec la fonction de répartition et les caractéristiques de la distribution du sinistre. La propriété de translation exprime que si l'on ajoute un coût fixe certain au risque, alors la prime doit augmenter exactement de ce même montant. Autrement dit, les charges fixes ou les frais déterministes se répercutent directement dans la prime, sans amplification ni réduction. Une conséquence importante est la suivante: si l'on retire à x sa prime, on obtient un risque neutre du point de vue de la position financière de l'assureur, puisque la prime compense exactement la charge attendue selon le principe considéré. Cette propriété est très naturelle, elle formalise l'idée que l'assureur facture les coûts certains de manière additive. Nous passons maintenant à la classe des propriétés d'additivité et d'homogénéité. Elles décrivent la manière dont la prime doit réagir quand on agrège plusieurs risques ou quand on change l'échelle monétaire du problème. La première propriété de cette classe est la propriété 6 de sous-additivité qui dit que la prime d'un risque agrégé x plus y doit être inférieure ou égale à la somme des primes séparées. L'interprétation est celle de la diversification. Regrouper des risques peut réduire l'incertitude globale, donc on ne devrait pas payer strictement deux fois la même sécurité. Cette propriété est un critère important de cohérence, notamment pour les mesures de risque. On ajoute parfois une version plus restrictive. Lorsque x et y sont indépendants, on peut souhaiter une additivité exacte, c'est-à-dire que la prime d'ensemble soit exactement la somme des primes. Mais la sous-additivité est plus générale et correspond mieux à l'idée de bénéfice de mutualisation. Propriété 7 d'additivité pour les risques comonotoniques. Cette propriété concerne un cas où la diversification est impossible, celui des risques comonotoniques. Intuitivement, deux risques sont comonotoniques lorsqu'ils évoluent toujours dans le même sens. Quand l'un est grand, l'autre est aussi grand. Dans un tel cas, les deux risques se cumulent au pire moment et l'agrégation ne réduit pas l'incertitude, il n'est à aucun effet de mutualisation. La propriété demande alors que la prime de la somme soit égale à la somme des primes, ce qui traduit l'absence de gain de diversification. C'est un point clé en assurance. La dépendance forte peut détruire les bénéfices de la mutualisation. Pour mieux comprendre ce concept, on peut dire que deux risques sont comonotoniques, s'ils peuvent être exprimés comme des fonctions croissantes d'un même facteur aléatoire commun. Autrement dit, il existe une variable source qui pilote les deux risques et chaque risque augmente lorsque cette source augmente. On peut aussi l'interpréter en termes de dépendance extrême. La comonotonicité est une forme de dépendance parfaite et défavorable à la diversification. Dans l'analyse des portefeuilles, ce cas sert de borne. Il correspond au scénario où la dépendance rend le regroupement des risques inutile pour réduire la prime. Je renvoie au poly de cours pour des caractérisations mathématiques de vecteurs de variables aléatoires comonotoniques. Propriété 8 d'homogénéité positive. L'homogénéité positive indique que si l'on multiplie le risque par une constante positive, alors la prime doit être multipliée par la même constante. Une interprétation simple est le changement d'unité monétaire. Passer d'euro à dollar ne doit pas changer la logique de tarification, seulement l'échelle. Cette propriété est cohérente avec une tarification proportionnelle à la taille du risque. Cependant, en pratique, un risque plus grand peut exiger un besoin en capital plus que proportionnel, par exemple à cause de contraintes de marché, de limites de réassurance
ou de problèmes de liquidité. On pourra donc rencontrer des situations où la prime augmente plus que proportionnellement lorsque l'échelle du risque augmente. Nous passons maintenant à la troisième classe des propriétés, la classe des propriétés de comparaison des risques. Elles indiquent comment comparer les primes de deux risques en s'appuyant sur une comparaison objective entre leurs distributions. La propriété 9 de monotonie affirme que si un risque X est toujours inférieur ou égal à un autre risque Y, alors la prime de X doit être inférieure ou égale à celle de Y. C'est une propriété de cohérence minimale. Si, dans tous les scénarios possibles, le sinistre de X est moins coûteux que celui de Y, il serait illogique de demander une prime plus grande pour X. Cette propriété repose sur une comparaison scénario par scénario, donc très forte. Elle constitue une base indispensable avant de considérer des comparaisons plus fines, basées uniquement sur les distributions. Propriété 10, dite d'invariance de type 1, basée sur la dominance stochastique d'ordre 1. Ici, on compare deux risques, non pas réalisation par réalisation, mais via leur distribution. Dire que Y domine X à l'ordre 1 signifie que, quel que soit le seuil choisi, la probabilité de dépasser ce seuil est toujours plus grande pour Y que pour X. Donc Y a systématiquement plus de masse dans les valeurs élevées, il est plus dangereux en ce sens. La propriété d'invariance de type 1 demande alors que la prime respecte cette hiérarchie. Si Y est plus risqué que X pour tous les seuils, la prime de Y doit être plus grande. C'est une manière robuste de formaliser une comparaison du risque qui ne dépend que des fonctions de répartition. Comment interpréter la dominance d'ordre 1 ? La dominance stochastique d'ordre 1 admet plusieurs interprétations utiles. D'abord, elle signifie qu'on peut construire une version de Y qui est presque sûrement plus grande que X, tout en gardant les mêmes lois marginales. Ensuite, elle équivaut à dire que, pour tout décideur qui préfère moins de pertes à plus de pertes, autrement dit pour toute préférence croissante, le risque X est toujours préféré à Y. Enfin, on peut parfois la reconnaître graphiquement lorsque les densités se croisent une seule fois. Intuitivement, Y met plus de poids sur les grandes pertes. Ces équivalences sont importantes car elles relient une comparaison probabiliste à une comparaison économique. Les preuves mathématiques des propositions sont détaillées dans le poli. Propriété 11, dite d'invariance de type 2, basée sur la dominance stochastique d'ordre 2. La dominance stochastique d'ordre 2 est une comparaison plus subtile. Au lieu de comparer uniquement les probabilités de dépasser un seuil, elle compare les pertes moyennes au-delà de ce seuil. Ainsi, dire que Y domine X à l'ordre 2 revient à dire que, pour tout niveau de franchise ou de seuil, la perte résiduelle moyenne est plus élevée pour Y. Cette notion est directement liée à l'aversion au risque. Elle correspond à une comparaison valable pour tous les décideurs qui préfèrent moins de risques, c'est-à-dire dont les préférences traduisent une aversion à l'incertitude. La propriété d'invariance de type 2 impose donc que la prime augmente lorsque le risque est plus dangereux selon ce critère. Comment interpréter la dominance d'ordre 2 ? La dominance stochastique d'ordre 2 admet aussi plusieurs interprétations utiles. D'abord, elle signifie qu'on peut construire une version de Y en loi comme la somme de X et d'une variable D dont l'espérance conditionnelle par rapport à X est presque sûrement positive. Cela fait donc de Y un risque plus dangereux. Ensuite, elle équivaut à dire que, pour tout décideur qui préfère moins de pertes à plus de pertes et qui est averse au risque, autrement dit pour toute préférence croissante et concave, le risque X est toujours préféré à Y. Enfin, on peut parfois l'identifier graphiquement lorsque les fonctions de répartition se croisent une seule fois et que les espérances sont comparables dans le même sens. Il est aussi important de noter que si Y domine X au sens de la dominance stochastique d'ordre 1, alors il le domine aussi à l'ordre 2. La réciproque n'est pas vraie, et cela signifie qu'il est parfois possible de comparer des risques à l'ordre 2 qui ne le sont pas à l'ordre 1. La dominance stochastique d'ordre 2 permet donc de comparer plus de couples de variables aléatoires que la dominance stochastique d'ordre 1.
Pour autant, les variables aléatoires admettent une espérance finie. Les preuves mathématiques de ces propositions sont détaillées dans le poly. On termine par la classe des propriétés dites techniques ou mathématiques. Ces propriétés servent principalement à construire des familles de principes ou à simplifier certaines démonstrations. Elles sont parfois moins directement interprétables, mais utiles théoriquement. La convexité formalise l'idée suivante. Si l'on mélange deux risques, c'est-à-dire si on prend une combinaison convexe des variables aléatoires, la prime de cette combinaison ne doit pas être supérieure à la combinaison convexe des primes. Cela correspond à une attitude prudente et reflète souvent une cohérence avec la diversification. L'itérativité signifie que l'on peut calculer la prime en deux étapes. On conditionne d'abord sur une information intermédiaire, puis on reprend une prime. C'est une propriété utile lorsque l'on travaille avec des informations partielles ou des modèles hiérarchiques. Typiquement, le principe de l'espérance vérifie cette propriété, car l'espérance d'une variable aléatoire peut s'écrire comme l'espérance de son espérance conditionnelle par rapport à un autre risque. La convergence en loi indique que si une suite de risques converge en distribution vers un risque limite, alors les primes doivent converger elles aussi, sous une condition de cohérence sur les pertes maximales ou de manière plus ou moins équivalente, une condition sur leur support. Enfin, la stabilité par mélange dit que si deux risques ont la même prime, alors les mélanger avec un même bruit ou une même composante additionnelle conserve cette égalité. C'est une propriété de robustesse du principe. L'ensemble des propriétés présentées dans ces slides constitue un cadre général, mais il est important de comprendre si elles sont bien compatibles entre elles et de regarder plus précisément si elles sont satisfaites pour les principes de calcul de primes les plus standards dans les pratiques actuarielles. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment sont reliées ces propriétés entre elles, puis des exemples concrets de principes de primes et comment ils vérifient ou non ces propriétés.